Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Depuis l'attaque terroriste du Hamas sur Israël, la sécurité française n'a jamais été autant menacée. Le président de la République, Emmanuel Macron, a parlé d'unité dans son allocation post-attentat, l'unité française, alors que nous parlons d'un conflit à plusieurs milliers de kilomètres de notre pays. Et sur notre antenne, nous avions parlé de l'importation du conflit israélo-palestinien en France avec Xavier Hofer, avec Stéphane Ravier. Et aujourd'hui, des professeurs se font tuer, des écoles sont surveillées, on ne compte plus le nombre d'alertes à la bombe au château de Versailles. Les Juifs de France n'ont jamais été autant en danger, les synagogues sont surveillées, les Israélites français n'osent plus sortir avec leur kippa dans la rue. Mais alors, quelle est la solution pour endiguer cette insécurité ? Faut-il traiter le problème à la racine ou alors tenter de stopper l'hémorragie ? Alors pourquoi pas avec un confinement sécuritaire ? Philippe de Villiers était sur CNews, il a évoqué ce terme de confinement sécuritaire, je vous propose de l'écouter. Le confinement sanitaire et maintenant le confinement sécuritaire. Et d'ailleurs, le gouvernement a été capable d'enfermer 60 millions de Français, et on n'est pas capable de chasser 4500 fiches S. Et donc moi j'arrive à la conclusion suivante, que je vous propose, c'est ma réponse. Il y a deux solutions. Je parle avec mon expérience de la vie publique. Il y a deux solutions. La première, on traque ceux qui mettent le désordre, on traque les terroristes, on interdit... on suspend la confrérie des frères musulmans, on traque les fréristes, on chasse ceux qui doivent être expulsés, etc., etc. On rétablit les frontières. Et donc on n'a plus à se déshabiller dans les aéroports. Et à ce moment-là, on rend aux Français leur liberté d'aller et venir. Il n'y a pas besoin de portique, il n'y a pas besoin de mirador, il n'y a pas besoin de gilet pare-balles. Deuxième solution, on ne le fait pas parce qu'on a peur. En fait, c'est un gouvernement de pétochards qu'on a, si vous me passez le néologisme. On a peur. Alors on fait des portiques qui servent à rien, parce que Samuel Paty il a été malheureusement assassiné à l'extérieur du portique. Et à ce moment-là, on dit aux citoyens, vigilance. C'est ce qui se passe en Belgique, le Belgiquistan. Donc le gouvernement belge dit aux Belges, faites attention quand vous sortez le moins possible. Et donc c'est là qu'on arrive au confinement sécuritaire. Parce que bientôt on va nous dire, écoutez, plutôt le télétravail, restez chez vous, et puis vous sortirez, on vous donnera un Ausweis, comme du temps du Covid. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer ? On fait une école prison, on fait un hôpital prison, on fait une mairie prison, et on est tous en prison. Et la France devient une petite prison. On va de prison en prison. Voilà, vous écoutiez Philippe de Villiers. Nous allons de prison en prison. Nous allons vers un confinement sécuritaire. Alors pour en parler, nous sommes avec Laurent Oberton. Bonjour Laurent Oberton. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste, vous êtes auteur notamment récemment de Raisonnablement sexiste aux éditions Manus. Et puis on peut rappeler aussi la France Orange Mécanique, la France Big Brother aussi. Puis votre mensuel aussi, La Furia, qui est toujours en kiosque. Et puis nous sommes avec Grégoire de Fournas. Bonjour Grégoire de Fournas. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National en Gironde. Et puis nous sommes avec Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Alors vous êtes journaliste sur Ligne Droite. Alors je voulais vous parler, Grégoire de Fournas, déjà des moyens mis en place. On va voir ces deux solutions qui sont proposées, notamment de ce qu'expose Philippe de Villiers. Mais donc, ce qu'il explique, c'est qu'on est capable de confiner des gens, 60 millions de personnes, mais on n'est pas capable de chasser 4500 fichiers S sur notre sol. Vous comprenez ce parallèle ? Pourquoi c'est si difficile, finalement, de traquer 4500 fichiers S en France ? Parce que je crois que le gouvernement, en fait, n'a pas la volonté de le faire. C'est une question de volonté. Moi, ce qui m'a frappé, c'est juste après l'attentat d'Arras, où Gérald Darmanin demande à ses préfets de revoir toutes les fiches S qu'il y a dans leur département pour voir si éventuellement il n'y en a pas quelques-uns qu'on pourrait expulser. Et vous avez le nouveau préfet des Alpes-Maritimes qui l'a fait, qui en a trouvé une vingtaine. Et il a lancé la procédure. Mais ce qui est quand même frappant, c'est qu'on se demande, alors qu'on subit des attentats depuis quand même de Mohamed Merah en 2012, pourquoi ça n'a pas été fait avant, en fait ? C'est ça la question. C'est-à-dire que tous les jours, Gérald Darmanin nous dit que le risque attentat est fort, et malgré ça, on découvre qu'il y a des mesures qui sont quand même des mesures assez simples, qui n'ont pas été mises en place, et ce qui nous fait dire effectivement qu'il n'y a pas une volonté sérieuse de régler le problème. C'est ça. Et Laurent Oberton, là-dessus, justement, sur ce confinement de 60 millions de personnes, de ces populations finalement assez dociles, et puis d'un autre point de vue, on a 4500
fichiers S qu'on n'arrive pas à traquer. Comment c'est possible ? Comme d'habitude, on fait peser la pression de la faillite sécuritaire sur la population docile, on va dire. Donc le citoyen honnête qui paye ses impôts et qui fait ce qu'on lui demande. Parce que on a renoncé à exercer le monopole de la violence légitime contre la rue, contre la banlieue, contre les fichiers. C'est une chose, mais c'est vraiment une infime part de l'insécurité aujourd'hui. Hier à Marseille, vous avez une jeune femme qui est agressée pour son sac à main. Et pendant 14 minutes, l'auteur s'acharne sur elle à coups de pied dans la tête. Elle est défigurée. Il n'est pas fiché S. Il ne sera pas expulsé. Il y aura pas de. Alors, à un moment, les fichiers S, c'est une chose, mais il y a aussi dans nos prisons énormément d'étrangers qui ont commis des actes de barbarie épouvantables, qui n'ont pas du tout vocation à rester sur le sol français. Et malheureusement, on n'en parle même pas aujourd'hui. Darmanin fait uniquement de la communication et ça ne réglera absolument rien. Je reviens vers vous juste après. Il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Marie Falicon, puis je reviens vers vous, Laurent Oberton, là-dessus. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors Laurent Oberton, je vous écoutais avant le bulletin d'actualité, vous nous parliez notamment de ces 4500 fichiers S, donc, qui sont difficiles à traquer alors qu'on a donc confiné 60 millions de personnes pendant le confinement, mais vous allez plus loin, vous parlez même d'au-delà des 4500 fichiers S, on n'arrive même pas à endiguer une insécurité, un ensauvagement de la société française que vous dénoncez depuis 10 ans, notamment depuis la France Orange Mécanique. Oui, tout simplement parce que la loi n'est pas appliquée. Par exemple, vous avez dans ce pays quelqu'un qui est déjà condamné pour agression sexuelle et qui va dans un hôpital, dans un service de gériatrie et qui va agresser sexuellement 2 patientes de 93 et 95 ans et il va être remis en liberté en attente de son procès alors qu'il reconnaît les faits. Quand on en est là, quand on n'est pas capable de confiner des barbares comme ça, évidemment, on ne peut pas avoir une société normale. Et moi, je suis, comme le disait Renaud Camus, je ne suis pas partisan de sécuriser l'enfer. Simplement, il faut empêcher que ce pays en devienne un. Et à un moment, quand on importe le tiers-monde, eh bien, on devient le tiers-monde. Et avec les conséquences qui vont avec. Et notre justice, notre vision des choses n'est pas du tout adaptée à la nouvelle criminalité qui a déferlé dans nos rues depuis des décennies, puisque si vous prenez les 25 dernières années, les violences aux personnes se sont multipliées par 4,5. Donc, je veux bien qu'on me dise que c'est stable, mais pas du tout. C'est une explosion sans précédent. Et dans un pays normal, quelqu'un comme Darmanin, quelqu'un comme Dupond-Moretti aurait déjà dû démissionner depuis très longtemps. Alors justement, on va parler des vraies solutions. Comment rendre aux Français leur liberté, Liselotte Dutreuil ? Oui, donc on comprend donc que, à défaut d'entretenir nos frontières extérieures, on a dû ériger tout un nombre de frontières intérieures. Grégoire de Fournas, comment pourrions-nous concrètement reprendre le contrôle donc de ces frontières extérieures ? Je crois surtout qu'il faut pour ça entamer un bras de fer avec l'Union européenne, parce que c'est malheureusement l'Union européenne qui est devenu un peu maître sur la question, mais ce que je voudrais quand même qu'on comprenne, c'est qu'il y a aussi un confinement psychologique qui consiste à faire croire aux Français qu'il n'y a pas de solution, en fait, que déjà tout est fait et qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et qu'on ne peut pas faire mieux. Moi, je vois par exemple la question sur Bordeaux, il y avait en sortie du confinement, il y avait du confinement sanitaire pour le coup, et il y avait eu ces affaires d'agression au couteau qui avait à Bordeaux qui était devenu un vrai problème parce que toutes les semaines on avait des agressions violentes au couteau et le problème, il faut le dire, a été réglé parce que manifestement il y a eu la police qui s'en est donné les moyens, le parquet avec un procureur de la République qui est un peu plus lucide que la moyenne des magistrats français qui a pris le problème à bras-le-corps et ils ont réussi à mettre derrière les barreaux la trentaine de pseudo-MNA sur Bordeaux qui semaient la terreur. Donc on voit bien finalement qu'avec un peu de volonté on arrive quand même à obtenir des résultats, mais encore une fois, on cherche à nous faire comprendre ou à nous faire croire que tout a été fait et qu'on ne peut rien faire de plus. C'est vrai que Gérald Darmanin, notamment, prend souvent l'excuse de la Constitution, de l'état de droit, pour expliquer son inaction.
Oui, mais dans ce cas-là, la Constitution, elle peut se changer. Et il y a une majorité, tant parmi les Français, il n'y a qu'à faire un référendum, que même au Parlement, il faut le dire, pour pouvoir changer la Constitution, si réellement la Constitution a besoin d'être changée. Mais il faut aussi considérer que le terroriste de l'attentat d'Arras pouvait être expulsé sans qu'on change la Constitution. Encore une fois, c'est une question, c'est-à-dire même pas une question de savoir si on est capable de déceler ce genre d'individu, parce que là très clairement, le terroriste d'Arras, il était connu, il était suivi par les services de renseignement. Gabriel Attal a dit lui-même, ce qui est quand même fou, c'est passé inaperçu, mais a dit lui-même que le personnel enseignant avait fait plusieurs signalements sur ce monsieur, et pourtant rien n'a été fait. C'est quand même extraordinaire. Et justement, Laurent Oberton, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 45% des Français qui sont favorables au développement de milices citoyennes selon les Parisiens. Alors, qu'est-ce que vous pensez notamment de ça ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience qu'il faut que les gens eux-mêmes, parce qu'on parle souvent de ces populations asservies qui s'est confinée, mais finalement, il y a tout de même des personnes qui veulent se défendre eux-mêmes. Vous pensez que c'est possible ? Ou alors, comme a dit Grégoire de Fournas, si on ne reprend pas la souveraineté de nos frontières, il va y avoir toujours cette immigration grandissante qui amène une insécurité grandissante. Le citoyen, il voit les choses, il voit ce qui se passe, et il voit très bien qu'il y a une inaction politique, il y a une faillite majeure de l'État sur la question de la sécurité. Il en a le monopole, et à un moment, le citoyen se dit, si je ne prends pas les choses en main, je serai le prochain sur la liste. Donc, c'est une réaction qui paraît tout à fait normale dans une telle situation. Et encore une fois, on parle vraiment de faillite sécuritaire. Vous lisez le journal hier, vous voyez qu'il y a deux jeunes garçons, deux jeunes frères qui ont été agressés, tabassés par une bande parce qu'ils étaient roux. Et ils ont été roués des coups de pied à la tête. C'est une volonté de les tuer. Et la bande sort du tribunal en souriant parce qu'ils ont qu'un bracelet électronique. Donc c'est pas possible. Si on un déni à ce point de la justice, le citoyen doit en tirer les conséquences. Et cet État qui a ce monopole de sa sécurité n'est plus légitime. Et donc, s'il ne parvient pas à imposer à la Tunisie de reprendre ses ressortissants, s'il parvient pas, quand même, la France, avec le poids qu'elle a, pourrait très bien dire à l'Union européenne, écoutez, vous êtes très gentils avec vos constitutions, on est la France et on exige que, à un moment, il faut se faire respecter. Là, on est devenu le paillasson du monde entier. Et je peux vous dire que même les pays maghrébins sont beaucoup plus fermes que ça sur les questions migratoires. Grégoire de Fournas, vous vouliez réagir sur les propos de Laurent Oberton ? Oui, je voulais rebondir. D'abord, c'est vrai que la France a la capacité de faire pression à la fois sur l'Union européenne, mais aussi sur les pays du Maghreb. Il y a la question, par exemple, des transferts d'argent qui on le sait, sont nombreux au départ de la France vers les pays du Maghreb. Si on stoppe ces transferts d'argent, c'est évidemment un moyen de pression qu'on peut exercer. Mais pour rebondir sur les enquêtes d'opinion chez les Français qui sont pour des milices, j'ai envie de dire, c'est presque à l'invitation du ministre de l'Intérieur. Quand il dit au lendemain de l'attentat d'Arras, je demande aux Français de faire attention, c'est-à-dire qu'en fait, il reconnaît lui-même qu'il n'est pas capable de garantir la sécurité des Français, et donc les Français paniqués se demandent ce qu'ils doivent faire pour assurer leur propre sécurité. Alors ça peut être, on demande aux écoles de faire attention, voilà. Et moi j'en ai parlé avec des maires qui sont complètement démunis en se disant, oui, très bien, on nous demande de prendre des mesures, mais lesquelles en fait ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et moi j'ai eu cet exemple de mes filles qui sont dans une école à Pauillac, et on a fouillé leur cartable, elles ont 6 et 7 ans, on a fouillé leur cartable à l'entrée de l'école. C'est-à-dire que le personnel, les mairies, les collectivités, le personnel enseignant est complètement démuni. Gérald Darmanin leur dit, je ne peux rien faire pour vous, débrouillez-vous. Et résultat, on en arrive à des absurdités parce que les Français paniquent, tout simplement. Alors, justement, Grégoire de Fournas, cet événement, vous le relatez dans un tweet que je vais rappeler à nos auditeurs. Le cartable de mes filles de 6 et 7 ans a été fouillé ce matin à leur arrivée à l'école. En refusant de contrôler nos frontières, nous basculons dans un monde de dingue. Est-ce que vous pourriez préciser, Grégoire de Fournas, ce que c'est ce monde de dingue ? Et puis, qu'est-ce que vous répondrez à ceux qui vous diraient, mais quoi de plus normal que de vouloir protéger nos enfants ? Que ça passe par des portiques ou non, on est face à cette nécessité. C'est ce qu'explique Philippe de Villiers, en fait. C'est qu'à partir
partir du moment où on n'est pas capable d'avoir des frontières nationales pour protéger la population française, on demande à chaque Français de se protéger dans son environnement proche, dans son lieu de travail, à l'école de ses enfants. Et en fait, on érige plein de petites frontières partout, mais qui ne suffisent pas. Les vraies frontières qui protègent, c'est les frontières nationales, mais encore une fois, comme le dit Philippe de Villiers, même vous mettez des portiques, comme le fait Laurent Wauquiez en région Auvergne-Rhône-Alpes, vous mettez des portiques à chaque entrée de lycée, ça ne suffira pas parce que le professeur qui sortira de l'établissement sera à ce moment-là vulnérable. On s'en sort plus en fait. Voilà, c'est à partir du moment où l'État renonce à ses missions régaliennes, on tombe dans ce monde de dingue que je décrivais dans ce tweet où chacun doit se construire en fait des frontières autour de lui-même et donc en venir à assurer sa propre sécurité, ce qui est quand même problématique. Et justement, j'ai envie de vous dire, on se pose la question, allons-nous vers un confinement sécuritaire? Mais j'ai envie de dire, Laurent Berton, nous y sommes déjà. Enfin, donc Philippe de Villiers a parlé donc d'hôpital-prison, d'école-prison, mais il y a aussi donc des quartiers qui ne sont pas des prisons, mais il y a une population qui, elles, peuvent se permettre d'aller dans des hôpitaux privés, d'aller dans des écoles privées, d'être dans des quartiers qui sont en soi qui ont en soi des portiques parce qu'ils ne sont pas accessibles donc à une population qui pourrait causer de l'insécurité. Donc finalement, aujourd'hui, la sécurité, elle est réservée, c'est un luxe en France et elle est réservée à une certaine élite. Ah oui, et comme toujours, en général, l'élite qui a de très belles croyances de vivre ensemble, etc., ça lui coûte pas cher parce qu'elle n'en subit jamais les conséquences, elle a les moyens d'y échapper. Et on voit toute la société se désagréger petit à petit sous une forme de ségrégation sociale. On voit apparaître des quartiers, des clusters sécurisés façon Amérique du Sud ou même Afrique du Sud, qui sont protégés avec des vigiles, des rondes, des services de caméras, etc. Et ça, c'est plus une société. C'est-à-dire que la France n'existera plus quand on en sera arrivé à ce niveau-là. Et on y est déjà, malheureusement, on est un pied dedans. Et tout le monde va se méfier de tout le monde, et chacun sa petite communauté, son quartier, son clan. Et ça ressemble plus du tout à une nation. Et évidemment, l'effondrement du capital social, du lien de confiance des individus les uns envers les autres, va avoir des conséquences dramatiques. Plus personne ne voudra payer d'impôts, plus personne ne voudra travailler, rendre service, etc. Tout le monde sera sur la défensive. Et ce monde ne ressemblera plus du tout à ce que nous avons aimé, à l'art de vivre, à la française, la courtoisie, etc. Enfin, tout ce qui faisait la valeur de notre civilisation. C'est ça, on a donc aussi pour que des Français soient libres, ce n'est plus possible et ce n'est plus l'État en tout cas ne répond plus à ses fonctions. Liselotte Dutreuil. Grégoire de Fournas, je voudrais vous lire une déclaration de Manuel Valls devant des lycéens d'un lycée agricole à Brie-Comte-Robert. Il leur explique « Les jeunes Français doivent s'habituer à vivre durablement avec la menace d'attentats. Votre génération, votre classe d'âge doit s'habituer à vivre avec ce danger pendant un certain nombre d'années. » Bon, déjà, quelle est votre réaction ? Et puis, est-ce qu'adapter une société entière à travers de nouvelles mesures qui ont un impact sur le quotidien des Français, est-ce que c'est pas ça, finalement, céder à la pression terroriste ? Moi, je trouve que cette déclaration de Manuel Valls, elle est scandaleuse. Enfin, je veux dire, alors il est plus au gouvernement, mais n'importe quel responsable politique qui en vient à faire cette déclaration, il devrait dans la seconde qui suit annoncer sa démission. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois quand on explique aux Français qu'ils doivent s'habituer aux conséquences des lâchetés et de l'incapacité du gouvernement à assurer leur protection, on démissionne. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que c'est ce qu'a eu l'occasion de rappeler Marine Le Pen, c'est que dans ce pays, on ne démissionne plus. On a des faits qui sont accablants et malgré ça, alors vous avez M. Darmanin qui lance des leurres, vous savez, Karim Benzema, qui permet de faire diversion sur en fait la vraie question que sont les responsabilités de ces gens-là. Alors la deuxième partie de votre question, c'était est-ce qu'on est en train d'habituer les Français en fait à ça? Bah oui, encore une fois, à cause encore une fois de la lâcheté de nos dirigeants. Parce qu'ils sont incapables de régler ce problème, comme tant d'autres d'ailleurs, on leur dit il faudra vivre avec la menace des attentats, il faudra vivre avec la sécurité du quotidien. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs une adjointe à la mairie de Bordeaux. Moi, ça m'arrive souvent, et donc c'est pas grave. Il faut vivre avec l'inflation, il faut vivre avec toute l'incapacité de l'État, encore une fois, à régler les problèmes. Et moi, je ne trouve pas ça normal.
Oui, justement, donc on l'a vu à la fois, donc les citoyens ne sont pas prêts, vous l'avez dit, à sortir de l'Union européenne, ce qui permettrait notamment, ou en tout cas, de retrouver nos frontières extérieures, ce qui pourrait endiguer notamment cette insécurité. Et à la place, donc ils préfèrent être confinés ou ils préfèrent avoir des frontières à l'intérieur. Et justement, Laurent Berton, est-ce que on n'arrive pas finalement vers une situation, une société à la chinoise qui est nécessaire face à toute cette insécurité? Notamment, on a parlé donc des Jeux Olympiques qui arrivent, de toute la société de surveillance qui va arriver, de la reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même aux yeux du monde, on est obligé d'avoir cette discipline sécuritaire, au moins pour un moment, pour être crédible aux yeux de la scène internationale. Est-ce que vous pensez qu'on arrive à une société à la chinoise, on va être traqué, parce que sinon, ça va être le prix de la sécurité, c'est-à-dire qu'on vous explique, on a adopté le multiculturalisme, on n'est pas prêt à changer de modèle, donc on arrive vers un modèle ultra sécuritaire. Mais oui, évidemment, on va vers ça. Et je pose la question, qu'est-ce que ça changera d'avoir la reconnaissance biométrique faciale, les caméras partout, les machins, avec la certitude d'attraper les auteurs de crimes et délits, si derrière, on leur met un bracelet électronique, on leur dit la prochaine fois, attention, la justice passera. Si on peut sortir d'une double agression sexuelle en gériatrie avec rien, c'est-à-dire merci, au revoir. Et enfin, ça sert absolument à rien d'augmenter les moyens de fichage des populations si derrière il n'y a aucune réponse judiciaire. C'est ça le nœud réel du problème, il est là pour moi. Mais ça permet un asservissement d'autant plus de ces populations, c'est-à-dire on a compris votre problème, on va faire en sorte de le régler, non pas en leur redonnant de la liberté, mais en les asservissant encore plus. Ah mais bien sûr, de toute façon, je vous le dis, l'État choisit de n'exercer ses capacités de contrainte uniquement sur la partie docile de la population. Donc monsieur moyen, le citoyen qui paye ses impôts et qui fait tout comme on lui demande, et qui est aussi un peu en partie responsable de la situation de par son attentisme et sa passivité, son refus de dégager de tels individus qui se moquent de nous très ouvertement depuis très longtemps. Il y a ça aussi, hein. Le citoyen doit faire son propre procès, et à un moment, s'il n'a pas pu faire entendre sa voix mieux que ça, c'est aussi en partie son problème. Mais Donc, vous comprenez que quand même... Mais vous comprenez qu'une partie de la population, on va dire, qui est assez conscient des enjeux sécuritaires, on va dire, pour aller vite de droite, soit séduit par ce discours sécuritaire qui finalement, comme vous l'avez dit, finalement c'est sécuriser l'enfer. Oui, non, mais je comprends, malheureusement, en France, il y a ce réflexe de se dire l'autorité, on va donner encore plus de puissance à l'État. Mais pour l'instant, l'État, c'est messieurs Darmanin et Dupond-Moretti. Donc si on lui donne de la puissance, on lui donne plus de force de nocivité, parce que pour l'instant, il n'est réellement que une énorme force de nocivité. Donc c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut revoir les fondamentaux. Il y a un code pénal qui existe, qui est plutôt complet et plutôt bien fait. Et à partir du moment où vous appliquerez ce code pénal, où vous expulserez les personnes qui n'ont rien à faire dans ce pays, la situation sera beaucoup plus vivable, et on sera plus obligé de fouiller le cartable des enfants de 6 et 7 ans et d'expliquer que la valeur suprême, c'est la tolérance. J'ai entendu Brigitte Macron dire ça le lendemain de l'attentat d'Arras. Mais la tolérance, ça veut dire endurer une douleur, endurer une situation pénible. C'est ça qu'on nous demande. Et en quelque sorte, on va être encore une fois les forçats d'une situation qu'on a jamais voulu, et pour lesquelles nos dirigeants n'ont jamais réellement lutté contre, on va dire. Alors Grégoire de Fournas, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, répondre à votre question, c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin de la reconnaissance faciale pour repérer le terroriste d'Arras. Donc encore une fois, on se sert en fait un peu de ces événements pour faire avancer un autre agenda, qui est celui effectivement d'une société à la chinoise, même si on refuse de l'assumer, et on vient grignoter les libertés qui s'ajoutent en fait à tous les efforts qui sont fournis par les Français pour
pour faire face à l'insécurité. Enfin, en fait, on n'imagine pas, mais c'est tous les jours, les Français portent sur le dos le poids de l'insécurité, et c'est aussi le poids financier. Moi, je suis allé visiter la maison d'arrêt de Gradignan, le directeur de la prison qui nous dit j'ai un détenu sur 3 qui n'a pas la nationalité française, sans compter les binationaux. C'est qui n'a pas la nationalité française. Donc ça veut dire qu'il y a au moins la moitié de la prison qui a rien à faire dans notre pays. Dans notre pays. Mais tout ça, c'est les Français qui le portent sur les épaules. Et puis en plus, alors, c'est une prison qui est surchargée, mais si en plus, si on avait en contrepartie la garantie que tous ceux qui le méritent étaient en prison, ben on en serait satisfait. Mais le problème, c'est que c'est pas le cas. Et voilà. Et donc encore une fois, on laisse sur le dos des Français tout ça à cause d'une immense lâcheté, en fait. C'est vraiment, il faut retenir ça, c'est une immense lâcheté. Quand Jordan Bardella demande à Emmanuel Macron à l'Élysée s'il compte dissoudre les frères musulmans, ce qui est déjà fait dans des pays arabes, c'est ça quand même qui est fort. Mais Emmanuel Macron qui lui répond si on fait ça, ce sera la guerre civile. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir a déjà renoncé à mener la guerre contre l'islamisme. Encore une fois, c'est pas contre les musulmans, c'est la guerre contre l'islamisme qui eux-mêmes sont en guerre contre nous. On a déjà renoncé, et si on renonce maintenant, on ne reprendra pas la main sur ça, parce que c'est un problème qui va ne cesser de s'aggraver. Justement, Liselotte Dutreuil. Vous constatez donc que le pouvoir a renoncé à lutter, à protéger ses citoyens. Vous êtes député Rassemblement National, je le rappelle. Comment feriez-vous si demain votre parti est au gouvernement pour non pas sécuriser l'enfer, mais en sortir ? C'est évidemment reprendre la main sur l'immigration, c'est le premier problème, et puis ensuite de la fermeté, et puis prendre le risque. C'est-à-dire qu'effectivement, aller remettre de l'ordre dans les banlieues, ça va pas être simple. Mais il faut savoir prendre des risques. Moi, vous savez, je vois sur le terrain des préfets ou des sous-préfets qui parfois peuvent être de bonne volonté, mais s'ils commencent à avoir des actes courageux, ils se mettent personnellement en péril, en fait. Si ça se passe bien, tout ira bien, mais ils sont pas pour autant récompensés pour ce qu'ils auront fait. Par contre, si ça se passe mal, ce seront les premiers à tomber, parce qu'ils porteront l'intégralité de la responsabilité. Il faut réarmer moralement les structures de l'État. Il faut réarmer moralement la police et la gendarmerie qui n'est pas soutenu, il faut le dire quand même, par le pouvoir en place, et poser des actes courageux. Mais ça, encore une fois, il faut avoir la volonté de le faire. Alors, Laurent Oberton, justement, on l'a dit, donc les Français ne sont pas prêts à sacrifier le multiculturalisme finalement pour leur sécurité. Alors, est-ce qu'on va arriver, donc on l'a dit, à une société finalement à la chinoise, une société de surveillance à la chinoise. Je rappelle, il y a des États multiculturels, par exemple des petits États comme Dubaï, comme Singapour, qui eux pour le coup sont multiculturels, mais sont des États forts avec une grande sécurité. Nous, on a décidé donc de ne pas faire en sorte. Mais est-ce que vous pensez justement qu'on peut arriver vers des confinements sécuritaires, et comme l'a dit Philippe de Villiers, c'est-à-dire comme en Belgique, on va dire aux gens, il faut que vous télétravaillez, il faut que vous fassiez en sorte de ne pas sortir. On va peut-être même, donc comme un autre pays multiculturel, le Brésil, imposer un couvre-feu. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui va arriver petit à petit en France, c'est-à-dire qu'on va de moins en moins finalement pouvoir sortir et arriver vers un confinement sécuritaire? Je pense malheureusement que c'est déjà un petit peu le cas, comme l'a dit Grégoire de Fournas, il y a déjà cette charge mentale qui fait que les Français s'habituent d'eux-mêmes. Le couvre-feu, il existe, il y a beaucoup de jeunes gens qui ne se promènent plus à certaines heures dans certains endroits. On fait attention tous les jours parce qu'on a toujours ça en tête. Il y a toujours ce risque qui grossit chaque jour un petit peu plus. Et plus on attend pour traiter le problème, plus le problème sera grand et sera difficile à traiter. Donc, parce que chaque année, encore une fois, l'an passé, on a battu tous les records en matière de titres de séjour délivrés, de demandes d'asile déposées. Ce sont des chiffres hallucinants, l'immigration aujourd'hui. C'est pas d'expulser une vingtaine de types comme le fanfaronne Darmanin qui va changer quoi que ce soit. Et donc les Français ont déjà s'adaptent très très fortement au problème, et cette insécurité permanente, cette menace permanente pèse sur eux très lourdement. Chaque jour, quand on va au travail, il faut pas s'habiller comme ça, il faut se déplacer à plusieurs, il faut être sur ses gardes, il faut faire attention. On vit déjà plus dans une société normalement civilisée. On est déjà quelque part dans cette société infernale, et si en plus on ajoute à ça la vidéosurveillance et la pression étatique. Par exemple, un juge a été destitué récemment parce que sur Internet, il a émis des commentaires défavorables à l'immigration. Je peux vous dire que si tous les juges qui faisaient des erreurs de jugement
était destitué, il y aurait plus beaucoup de juges en France. Malheureusement, encore une fois, on va exercer la pression sur le déviant avec le fameux chantage de l'extrême droite, le fait de dénoncer l'insécurité, par exemple. Ça m'a coûté très cher et ça coûte très cher en France parce qu'on va faire peser la pression sur le messager, celui qui apporte les mauvaises nouvelles, plutôt que sur les faits, plutôt que sur le réel. On préfère combattre celui qui dit attention, il y a quelque chose que la réalité des problèmes. Grégoire de Fournas, là-dessus, on arrive vers un confinement sécuritaire, on va avoir de plus en plus de télétravail, les écoles vont être de plus en plus sécurisées, les synagogues aussi. Enfin, c'est l'avenir de la France finalement. Oui, et puis en tout cas c'est le risque. Et tout à l'heure on disait les personnes les plus aisées ont les moyens d'assurer leur propre sécurité, mais donc une forme de sédition, on va dire, où il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Il y a eu aussi ce phénomène où ceux qui habitaient dans les quartiers pénibles sont allés habiter à la campagne pour fuir en fait ces problèmes. Et avec les émeutes de juin dernier, on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait plus aucun territoire qui n'était épargné par cette insécurité. Moi je suis député d'une circonscription rurale à Pauillac, ville de 5000 habitants, connue pour ses vignobles, et on a eu des émeutes, quoi. À Montargis, le centre-ville a été dévasté par les émeutes. Donc en fait, les Français ont découvert sidéré qu'ils n'étaient plus en sécurité nulle part. En fait, c'était plus un problème cantonné à la Seine-Saint-Denis ou aux banlieues, voilà, au quartier pénible. Merci Grégoire de Fournas. Je rappelle, vous êtes député Rassemblement National en Gironde. Merci Laurent Berton, journaliste, auteur notamment de la France Orange Mécanique, de la France Big Brother, de livres et de Guérilla, donc des livres qui sont malheureusement toujours d'actualité. Et puis récemment de Raisonnablement Sexiste des éditions Magnus. Et puis on vous invite évidemment aussi à vous abonner à votre magazine trimestriel, La Furia. Et merci à vous, Liselotte Dutreuil. Vous êtes journaliste sur Ligne Droite. Merci à tous les trois.